propongo pasar a la escucha, ya no de todo el diálogo que tuvimos Xenakis y yo en 1994, en abril de 1994, sino escuchar una parte de ello, ya habrá otra ocasión para escucharlo. Transmitiré estas grabaciones al centro Yanis Xenakis y a nuestra amiga Sharon Kanak en Normandía, para que los tengan en los archivos. Es un diálogo, no tuvo la intención de ser un diálogo como entrevista formal, ni mucho menos. Era una conversación con él, con Xenakis. Después de tantos años, se me ocurrió, tenía yo una grabadora recién adquirida, y dije, ¿qué te parece si hacemos una charla? Y la charla es en torno a la imaginación, o sea, ¿cómo imaginas tu música? Esa idea de la analogía que planteó Pablo Araya desde el principio sigue ahí todavía vigente, porque para mí en 1994 no se entendía tan claramente todavía las cosas. Tenía yo que dialogar con Xenakis, hacerle muchas más preguntas, preguntarle cómo imaginaba. Entonces, la conversación es bastante humorística, el tono de la conversación. Hay un momento en el cual dice, oye, ¿me estás insultando? ¿O qué? Le digo, sí. Porque así podía ser el diálogo, que no tenía para nada rebasar el respeto, ni mucho menos, pero sí hay una exposición en donde él se sorprende que yo recuerde algunas fechas en las que él dijo alguna cosa, pero yo le estaba siguiendo la pista para entender mejor de qué se trataba su música. Una buena parte de esas preguntas las abordaré hoy en la exposición más tarde, pero habiendo hablado con Salvador Rodríguez y con Hugo Solís, que se encuentran en la Facultad de Música, les pedí que por favor ellos pusieran, fue Salvador Rodríguez a quien debo haber hecho la transcripción de la cinta digital difícil de conseguir, de una DAT, a pasarla a un CD. Él fue quien realizó la grabación, o sea, la transcripción de uno a otro, y quien llevó a cabo los dos discos que me permitió a mí reescuchar aquella conversación. Una conversación totalmente informal, olvídese cualquiera de un intento de entrevista para ser publicado o cualquier cosa similar, para nada. Si están al alcance, Salvador Rodríguez y Hugo Sí, Solís, les está pediría, aquí ahí ya, estamos. está aquí el DAT. Te pediría Bueno, nada más como retroalimentación, si no se escucha, me avisas, pero si se escucha, podemos echarla a andar. te ponemos un telegrama, Ok, a ver cuándo llega. Te pediría entonces, Salvador, ¿sí? si pueden poner ustedes el chat, si están pendientes del diálogo escrito. Ah, ok. Sí, Voy a tener sí. aquí, ¿a quién se lo dirijo? ¿A ti o a Víctor Adán? Víctor Adán, No, a Hugo Solís. Perdón, para mí está bien. Él ahorita ya no está aquí, pero yo lo estoy manejando el equipo. no te veo. Ah, aquí estás ya. Ok, perfecto. Sí. Listos. Pues cuando tú desees comenzar, yo me oculto acá. Ce que je me demande, c'est comment tu imagines la musique, c'est-à-dire les rapports intérieurs dans les processus de la créer. Ah, je ne peux pas te dire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que je peux imaginer exactement comment ça. Toute une pièce avant de commencer à l'écrire. Non, c'est en travaillant. Je fais des esquisses, j'essaie de comprendre comment ça marche, comment ça doit marcher, et voilà. Les esquisses, tu les fais comment par des dessins? Bon, ben, il y a toutes sortes d'esquisses, ça peut être. Parfois, oui, par le dessin, par des notes, par des écritures. Des textes. Des textes, oui. Et parfois aussi, en essayant certaines musiques, une fois que tu mémorises Oui. certains aspects de la musique, Oui. tu reprends cet aspect de la mémoire et tu les réintègres dans les processus d'écriture, par exemple. Éventuellement, oui. Mais ça, c'est de la cuisine normale, c'est rien de spécial. Tout le monde travaille comme ça. Dans tous les domaines, d'ailleurs, c'est pareil. Que ce soit scientifique ou artistique ou banquier. Enfin, je ne sais pas comment travailler banquier. Mais...
Tu m'avais dit il y a longtemps que tu imaginais dans les noirs. Les choses se passaient Dans le noir. dans les noirs. Oui, tu imaginais dans les noirs. Il n'y avait aucune image. Il y avait... Ah, il n'y a pas d'image, non. Non, non, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas d'image. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais une sensation de mouvement, oui, à l'intérieur. Oui, bien sûr, mais ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des voitures, pas des Non, étoiles, mais- pas des escargots, C'est des cochons. ni des cochons. Non, mais c'est un environnement débouleux. Dans Non, le c'est des idées abstraites, on n'a pas besoin d'images pour ça. Et en même temps, elles sont écoutées, elles sont audibles. Entendu? Oui, entendu. Oui. Mais Parfois, d'une parfois manière, oui, parfois non. Ça parfois, arrive. oui, c'est ça, parce que ça dépend aussi de l'habillage que tu mets à ces idées ou à ces pensées. Délai. Habillage, Habillage, ah oui, oui, vêtements. vêtements, oui. Si c'est des clarinettes, si c'est des orchestres, si c'est de la musique, chose. Et, disons, c'est dont je me réfère le plus, et je crois que tu es très, très proche, c'est une musique dans laquelle il n'y en a pas de langage, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas les conditionnements d'un genre particulier de musique, Oui. mais qu'il est... c'est-à-dire que tu ne penses pas à des clarinettes, tu penses à ça au moment de déjà transcrire quelque chose ou de les préciser dans la partition, mais je crois que tu es capable de penser de manière Pour le texte, éminemment abstraite. ah ben oui, là par exemple j'ai fait une commande pour la BBC qui est pour chœur et j'ai fait la musique. Maintenant je suis en train d'appliquer des mots dessus. Et j'ai pensé à un texte de Shakespeare qui m'est revenu depuis, parce que je le connaissais par cœur depuis 170 ans. Alors maintenant je vais essayer de le mettre dessus, mais pas d'une manière régulière, dispersée, tu vois. Je prends les phonèmes et je les mets n'importe où, sur le texte musical. Oui. Hein, parce que quand on chante, on fait des phonèmes, qu'on le veuille ou pas. On fait pas tu vois, ça c'est des phonèmes aussi. Mais dans Nuit, j'avais mis des phonèmes de toutes sortes de langues. Oui. Mais ici, par exemple, dans ce texte de Shakespeare, tu les disperses comme si tu sémais la mémoire des textes. Oui, ben je prends le texte de Shakespeare, qui est de La Tempête, où j'avais joué, je faisais l'araignée à l'époque. Et, et je coupe les syllabes, si tu veux, les phonèmes, c'est ça les phonèmes, et ensuite je les mélange et je les mets n'importe où, sur la musique. Comme un processus combinatoire Oui, ou aléatoire. Oui, enfin, oui, mais en c'est même ça. temps, il y a un rapport fort avec ta mémoire du texte. C'est-à-dire que tu peux parsemer ces textes dans le temps. Par exemple. C'est ça que je fais, j'ai le texte Oui. et je le disperse. C'est comme si j'avais un texte, ensuite je le découpe en phonèmes, je mélange tout ça et je le jette, Comme un confetti. comme un confetti, voilà. Ça t'amuse, hein? Non, ça m'arrive aussi. Mais Ah ben tu vois, alors, on fait la confiterie. c'est la confiserie. Mais, et par exemple, c'est que beaucoup de ta musique, ou plusieurs de tes pièces, ont un rapport avec l'espace physique, c'est-à-dire des mouvements virtuels produits par des instruments qui se déplacent, surtout, par exemple, dans le télétector. Cet aspect, Ah ça c'est, oui, ça il c'est est autre chose. particulièrement relié à ton imaginaire. Parce que Ah oui, c'est oui. très particulier. Là, je crois que tu as un engagement Quoi? très précis sur l'idée de l'espace dans ta propre musique. Écoute, j'ai passé ma vie, les vacances, sur un kayak, avec Françoise, qui n'aimait pas ça. Elle a déjà écrit, d'ailleurs. Alors, le kayak, c'est quoi? C'est être dans une mer, et parfois il y a des tempêtes. Il y a soit le silence, soit les vagues, soit le coup des choses, mais c'est un environnement sonore de partout. Et ça n'existe pas dans la musique, parce qu'on est toujours frontal. Malheureusement ou heureusement. Alors je me suis posé la question, comment Beethoven écoutait ses symphonies? Dans l'orchestre ou comme un auditeur? Mais où placé? Premier rang? 10e rang? Ou tout à fait au fond? Ou à l'intérieur de l'orchestre. Ou à l'intérieur de l'orchestre, ou au-dessus de l'orchestre, ou derrière l'orchestre. Comme il s'appelle, je me dis son nom, l'architecte allemand qui avait fait à Berlin le concert, la salle de concert. Il y avait des gens derrière. Voilà. Mais derrière, on n'entend pas parce que... Hein? La Philharmonie. La Philharmonie de Berlin. Sharon, je crois, il s'appelait. Je ne sais plus. Et parce que j'étais à Berlin quand il finissait ça, et même j'étais avec
le professeur de physique à Technische Université de Berlin qui avait un psophométre dans sa poche et qui mesurait les échos dans la salle. Quand elle venait d'être finie, elle n'était pas encore ouverte au public, pour voir si c'était trompé, parce que c'était lui le conseiller acoustique de la chose. Bon, mais ça, le derrière, c'est pas fait pour, parce que tous les musiciens regardent, ont tous les instruments tournés vers le chef, c'est-à-dire vers le public qui est devant eux. Mais c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait, on avait fait des lectures à Strasbourg, avec, on a retiré les chaises parce que c'était possible, et le chef, qui était un Allemand, a fait, et l'orchestre aussi, était au milieu de la salle, et une fois que ça a été fait, il y avait peu de place pour le public, ça fait rien, on était au balcon. C'est encore mieux, c'est tout ça. Et puis, il y avait au programme, il y avait Mozart, il y avait Stockhausen qui était sur scène, Mozart aussi, et puis il y avait aussi, donc Télédictor, et après il y avait Wagner, qu'est-ce qu'il y avait déjà Donne-moi des noms de... Non, c'est pas Tannhäuser, ça. Maître chanteur. Non. Maître chanteur. Non. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tristan. Non, c'est pas Tristan, non. Qu'est-ce que c'était, bordel? J'ai oublié. Alors, le problème était comment tout déranger, tu vois, pour mettre les musiciens sur scène, tout ça, ce bordel. Hein. Alors, je dis, mais pourquoi vous ne le laissez pas là où ils sont? On va entendre du Wagner comme ça. Et ça a été fait, c'était formidable. Et je pense que Wagner n'a jamais entendu sa musique comme ça. Mais toi, tu l'as imaginé. C'est-à-dire, tes lecteurs, les processus qui t'amenaient à l'écrire, c'était que tu avais décidé. C'est-à-dire, il y avait. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Non, ben, par exemple, aussi, oui, mais il y avait des masses. Les cordes, par exemple, devaient faire, pour cette pièce, parce que j'ai fait d'autres aussi spatiales, mais les cordes devaient faire un anneau sonore autour, continu. On avait fait ça dans les studios 103, avec Charles Munch. Il y avait une pièce qu'il avait dirigée, il s'est placé au centre de la... Charles Munch, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, c'était pas Charles Munch, non. C'était... Ah, tu as une mémoire extraordinaire, pire que la mienne. Hein. C'était à 68. Ah oui, dans cette salle circulaire, il y avait une option. Oui. Cet endroit, il était au centre. Oui, mais ce n'était pas Charles Munch. Non. C'est Bruck. Charles Bruck. Oui. Voilà, heureusement que je suis là. Hein. Oui, c'est vrai, c'était ça, Télédictor. Qu'est-ce que je racontais? Oui, la version à Strasbourg. La manière dans laquelle tu avais conçu la pièce, en tout cas, c'est qui... Ah oui, ça c'était, je l'avais conçu comme ça. Il y avait un anneau de cordes, et puis ensuite les autres étaient dispersés de manière à je ne sais plus quoi. C'est-à-dire, il y avait une architecture. Oui, il y avait une architecture sonore. Oui. Et que tout temporalisait dans la musique. Voilà. Et à partir de cette architecture de distribution de musiciens dans la salle, tout faisait rouler ça dans le temps. Yes, monsieur. Voilà. Mais il y a deux choses. Il y a une, c'est l'organisation architectonique qui amène toute la partition finalement. Et l'autre, c'est imaginer avec une certaine conviction comment vont se déplacer. Mais évidemment. Comment ils vont circuler, pourquoi ils se circulent de gauche à droite. J'avais même choisi pour la vitesse, tu sais. Voilà, la vitesse. Bien sûr. La densité cinétique. Ça suivait comment ça s'appelle, une fonction archimédienne. J'ai plusieurs fonctions d'ailleurs, logarithmique, d'Archimède et de je ne sais plus quoi. De la vitesse de déplacement du son qui ralentissait, qui s'accélérait, etc. C'était plusieurs formes. Je voulais essayer pour voir si ça donnait quelque chose. Bon. Mais il fallait être au milieu pour entendre ces choses-là. Ou alors on pouvait les entendre qui étaient lointains. C'était aussi joli. Bien sûr. Alors j'ai pensé que dans ces cas-là, il y a aussi un autre problème, c'est quand il y a un son ou même quelque chose pour la lumière qui a un mouvement, il y a l'effet... Oh, tu sais, je l'ai sur la langue, je ne peux pas le dire. L'effet... Attends. Doppler. Doppler, oui, merci monsieur. L'effet Doppler. Oui. C'est-à-dire que tu as... Ambulance qui passe. Non, oui, mais ça, c'était plus difficile. Je l'ai fait, je ne sais pas dans quoi je l'ai fait. J'ai essayé de le faire, mais c'est ridicule. Parce que non, c'est pas ridicule, c'est que on a la sensation de quelque chose qui bouge. Parce qu'autrement, on n'a pas la sensation de quelque chose qui bouge. On a seulement la sensation du rapprochement du son
qui devient plus faible parce qu'il est plus lointain, mais c'est tout. Oui, c'est une virtualisation à travers la dynamique. Ben oui, mais non, c'est à travers l'intensité, tu veux dire, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas le mouvement au sens propre du terme. C'est-à-dire quand on a l'habitude d'entendre un son, et puis c'est physique d'ailleurs, avec l'effet Doppler, physio. Dans ta tête, retournons dans ta tête, Oui, comment oui, ça se passe retournons. Ouais, avant que ça arrive à la partition. oui. Tu imagines ces genres de vagues qui s'éloignent, qui s'approchent, de la même façon que dans le kayak. Ah, absolument, Et bien sûr. qui vient J'essaie de partout, de... qui vient de 360 degrés. C'est-à-dire Oui, oui, que tout à fait, oui, oui. si on te demandait comment tu écoutes la musique, Oui. on dirait qu'il y a une scaphandre dans ta tête. Imaginez. Dans ce cas-là, parce que dans d'autres cas, non, c'est frontal. D'accord, Gauche et droite. d'accord. Et c'est tout. Oui, comme à Windhoeken, par exemple. C'est un demi-cercle. n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est- Et puis d'autres pièces pour Mais tu penses gauche à droite aussi, c'est-à-dire ou droite à gauche. Oui, c'est ça, il y a ça, parce Il y a- que il y a- c'est-à-dire c'est un plan. Mais il y a des mouvements, c'est-à-dire qu'il y a une intégration de mouvements dans l'espace physique des sons que tu entends. Ce qui veut dire en même temps que les sons que tu vas entendre, ils vont être distribués dans l'espace, ils vont être coupés dans des petits morceaux, tous articulés comme une espèce de colonne, comme des disques d'une colonne, et qui ne vont pas être dans l'écriture complètement continue, n'est-ce pas, quand ils se déplacent dans l'espace. Tu parles de quoi maintenant? Par exemple, à Windungen, Oui, il y a des segments de sons qui, par une certaine densité cinétique, s'additionnent et vont donner l'impression d'un bruit qui s'éloigne. c'est ça, oui. n'est-ce pas? Oui, Donc, oui. ils s'articulent Ah oui, oui, avec parce qu'il faut par exemple que chaque musicien qui prend le son, il reçoit le son, Oui. et il le fasse avec un l'araignée. crescendo. Hein, comme l'araignée. comme là. Non, mais il faut qu'il le fasse avec un crescendo, et l'autre, celui qui donne le son, doit faire un diminuendo. Oui. Et comme ça, c'est très difficile ça à faire. Il faut que tu aies la sensation que le son traverse, passe comme ça. Et c'est pas seulement que celui passe par pointillé. Voilà, mais ça c'est la chose la plus difficile et il faut un exercice. J'ai fait ça aussi avec les percussions dans Pléiade, je crois. C'est pour ça. Dans Persévassa, merci. Oui, après, c'est pour ça que tu joues avec l'hexagone Oui, c'est ça. d'une manière abstraite, Oui. et en même temps d'une manière extraordinairement. Il faut que chacun qui donne le son diminue, mais en écoutant ce que fait l'autre. Bien sûr. Voilà, mais c'est pas le cas, c'est très rare ça quand ça marche. Tu n'as jamais pensé à des musiciens qui se promènent vraiment dans l'espace Si, j'ai fait ça avec Eonta. Eonta, j'avais fait ça. Ah oui, parce qu'ils s'approchent d'un piano. Oui, ils sortent, ils s'amusent à marcher, etc. Et tout ça fait partie d'une conviction particulière de la façon dans laquelle tu veux faire attendre la musique, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est des expériences pour voir comment ça peut faire. Mais c'est pas seulement des expériences, c'est quelque chose qui est ça là, fait partie de ton imaginaire. Oui, yeah. Very good! Good, good. Ça se passe là. Il y a une espèce de foi que ça doit se passer comme ça. Ouais. Non? C'est une conviction intérieure. Non, c'est une imagination. Exactement. Quand tu veux faire quelque chose, tu imagines la chose et puis ensuite tu la réalises petit à petit. Mais que certains, pour arriver à faire ce chose. Non, mais ça c'est en travaillant sur ton papier, en essayant d'imaginer la chose. C'est pas comme ça, paf, comme une illumination divine. Non, c'est que non. Mais il y a un côté qui amène la chose, il y a un point de départ. C'est ça, un point de départ dont tu ne fais pas attention. Il faut l'amener. Oui, parfois il y a des tas de choses comme ça. Tu penses tout à coup à quelque chose, tu dis ah non, c'est pas ça, ça m'intéresse pas, je fais autre chose. Et puis au bout de quelque temps, tu dis mais c'était pas mal, ça peut être un germe d'autre chose. Ouais. Formidable, hein. Et tu commences à travailler comme ça, c'est comme ça que tu travailles. Que vit l'esprit de l'homme, qui est un pauvre type d'ailleurs. L'homme est un pauvre type. Celui-là. Oui. Qui est dehors, là. Et oui. Un jour, je t'avais demandé, parce que ton côté penché vers l'espace, de la spatialisation, si tu étais gaucher. Et tu m'avais dit, non, je ne suis pas gaucher. Mais après, on a découvert que tu étais gaucher contrarié. Oui, contrarié. Contrarié. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, j'étais peut-être gaucher contrarié. Peut-être, pourquoi peut-être? Parce que tu sais, dans cette époque, quand j'étais enfant, j'ai tout perdu, il n'y a plus... je vivais pas dans une maison, dans une ville, tout ça, c'était complètement bouleversé. Alors je ne sais pas comment j'étais à l'époque. Mais qui t'a dit que tu étais gaucher? Comme ça, une rumeur
une rumeur de cette période d'enfance. J'étais en Roumanie à l'époque. Mais Et tu ne te rappelles pas? C'est-à-dire, tu ne te rappelles pas des professeurs qui t'emmerdaient, qui t'ont embêté à dire n'écris pas avec ta main gauche? je ne me souviens pas. Je n'ai pas de mémoire, tu sais, vrai, pour rien. Fantastique. Pour rien, mais oui. Bah, qu'est-ce que tu veux? Je fais ce que je peux. D'ailleurs, c'est une mauvaise chose d'avoir une trop forte mémoire, parce qu'après, on ne peut plus imaginer des choses nouvelles. Hein. Fais attention, il faut oublier. Ah! Mais ça, c'est un aspect que je voulais toucher Oui. comme partie de la thématique. Quand on entend ta musique, elle se passe dans les temps, mais la mémoire où elle est ailleurs. Ta musique ne crée pas, dans une pièce particulière, disons, un rapport de retenir par des événements ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, tu ne t'attaches pas. Ils sont effectivement peut-être ou quoi que ce soit à ces événements qui viennent de passer. Mais tu les crées d'une manière vivante. Ils sont vivants là. Tu peux soutenir cette vie constante, permanente, consciente à chaque instant, et ne pas te perdre dans le passé. Dans le passé, non. Oui. Non, écoute, le passé, c'est-à-dire la répétition de quelque chose, ça existe en architecture aussi. En sculpture, je ne sais pas, en peinture. C'est aussi un héritage des siècles passés. Les motifs, par exemple, architecturaux qui se répétaient. Tu ne pouvais pas inventer tout le temps des formes nouvelles. Voilà. L'idéal, par exemple, en architecture, c'est de construire quelque chose qui ne se répète pas. Une habitation serait qu'elle ne soit pas avec des carrés, par exemple, ou un rectangle, ou des murs droits, parce que c'est répétitif, ça. Et ça peut donner quelque chose de... En fait, on ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas de répétition. Ça n'existe pas. Que ce soit la vie terrestre, que ce soit la Terre, que ce soit le mouvement de la Terre, du Soleil, des astres, de l'univers, il y a des choses qui se répètent d'une manière terrible, épouvantable, telle qu'elle, mais avec des petites différences qu'on ne perçoit pas, qui existent là et qui font que les choses petit à petit changent. Voilà. Alors en musique et en art, c'est très important ça. Autrefois, on avait, je sais pas, un thème qu'on répétait à volonté avec des polyphonies, avec des... Bon, ça marchait comme ça, autrefois. Et non seulement ça, mais on pouvait faire da capo, par exemple, tel quel, da capo, sans rien changer. Et les grands musiciens, comme les Beethoven et tout ça, ont commencé à ne pas faire des da capo. Ils changeaient constamment, de nouveau. Au lieu de faire da capo, ils faisaient des variantes de ça. Et la variation de Brahms sur, je sais pas quel truc, de Haydn, et quelque chose d'extraordinaire, parce que dans la variation, il y a ce problème, exactement. Varier veut dire ne pas avoir l'identité telle qu'elle, avoir une identité, mais pas la même tout à fait, à changer. Alors on peut aller très loin et la changer de telle façon qu'on ne comprend plus rien. Voilà. Alors le musicien, aujourd'hui, moi, j'ai toujours fait ça, je n'ai pas voulu avoir des répétitions de telle ou telle chose, mais je me trompe peut-être. Mais tu veux dire, je me rappelle qu'il y a un lycée qui avait deux genres des pensées compositionnelles. Une, c'était des musiciens qui pensaient à la variation, un modèle d'un constant développement, pas développement, mais des constantes manipulations des mêmes choses, toujours attachées à la mémoire. Et l'autre, c'était les développements symphoniques, comme celui de Beethoven, par exemple, qui n'a pas voulu soutenir cette notion de variation de la même façon que les autres. Non. Et alors tu t'identifies avec cette deuxième courante. Ben, peut-être, je sais pas. Quoi, tu veux m'insulter maintenant? Allez, next. C'est ça. C'est-à-dire tu serais plutôt identifié avec ce genre des conceptions d'un développement continu de la musique. Oui, c'est ça. Il y a vol. Sans la mémoire, mais dans les sens du temps, constant. Oui, mais il y a de la mémoire quand même. Sous forme de certaines idées qui se maintiennent, oui, c'est ça la chose la plus intéressante. Comment tu as une identité, c'est-à-dire un être que tu as dans ta tête, que tu as travaillé et tu as fait. Mais cet être-là, si tu le fais, par exemple, un accord, c'est aussi simple que ça, un accord. Cet accord peut durer 3 heures, hein, le même. Bon,
si tu as des instruments qui tiennent le coup. Oui, l'intérêt, c'est que tu te fatigues au bout d'un certain temps, tu te dis j'en ai marre de ça. Next, qu'est-ce qu'il y a après? Bon, alors, cet après, ça peut être un autre accord, différent, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent, parce qu'on s'ennuie. On est habitué au développement, au changement. Il faut commencer à la perception, Oui. C'est next. Oui, oui, next, mais qui ressemble un peu au... Parce que tu peux faire un accord et puis ensuite donner un coup de fusil au type qui écoute. Et puis... Alors c'est l'araignée. C'est la même araignée. C'est-à-dire, il a 6 pattes, il bouge une, et puis l'autre, etc. Pourquoi araignée? Ça peut être, oui, les araignées, c'est des transitions continues. Mais ça peut être un autre insecte. Ça peut être une salamandre ou une... Oui. La salamandre, c'est un insecte. Non, ça ça peut c'est pas être... enregistré, hein. Notre éthologue. Ça peut être une... Comment ça s'appelle? Un ver. Oui, ça peut être un ver de terre qui ne voit jamais le soleil, et qui sont très grands. Autrefois, les vers de terre étaient énormes. Oui, bien sûr. Dans la préhistoire. Donc, je veux dire par ça, cette transition continue qui garde un bon nombre d'informations antérieures et qui bouge petit à petit une nouvelle, comme dans les transitions dans l'espace. C'est-à-dire que ce qui garde ça peut changer lentement, oui, voilà, mais ça peut changer brutalement, assez rapidement, puis c'est comme ça que ça fonctionne. En musique, ça a toujours fonctionné comme ça. Une copie conforme, par la répétition, telle qu'elle, ou alors des modifications. Pourquoi on dit ah oui, ça c'est qui représente l'identité du compositeur? Pourquoi on dit ah oui, ça c'est une pièce de Mozart? Parce qu'on reconnaît qu'elle est bonne. Non, qu'elle ressemble à ce qu'on connaît de Mozart. Hein? Et idem de Beethoven. Parfois ça se confond, on dit est-ce que c'est Mozart ou Beethoven? Parce qu'ils se ressemblent. Mais ça veut dire la personnalité de quelqu'un est aussi quelque chose où il y a des répétitions d'un certain type. C'est la manière de communiquer certaines informations. C'est une manière de les faire. Oui, pas seulement de communiquer, mais de les inventer aussi, de les faire. Ouais. Parce que sinon, on confondrait tout le monde. Ouais. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans certains points, parce qu'il y a la tradition qui change, elle aussi. Chaque génération prend ce qui a été dit avant et il essaye de faire autre chose, s'ils essayent, ça ne les fatigue pas trop. Et ils font autre chose, et comme ça, finalement, il y a des différences parfois très importantes entre les époques. Voilà. Dis-moi une chose, c'est-à-dire ce que tu fais toi. Oui. Et la même chose, ce que fait la culture musicale à travers les millénaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu ne fais rien d'autre. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça le destin de l'homme. Et de l'homme ne peut pas, il ne peut rien faire. C'est un pauvre mec. Très borné, finalement. Mais oui. La grosse mémoire, parce que génétique aussi. Aussi, bien sûr. Parce qu'il y a une mémoire génétique de la musique. Là, par exemple, la génétique est un parfait exemple comme ça, parce que chaque couple fait un être où il y a des mélanges de ce qu'ils sont, mais aussi d'autres choses qui ne sont pas eux. Et puis, petit à petit, ils s'éloignent. Par exemple, les petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants d'un couple peuvent être très différents des grands-parents. Mais ils sont quand même des humains. Ils ne sont pas des monstres ailés ou, je sais pas moi, des asticots ou des choses comme ça. Ils sont parce que la force de la génétique qui fait qu'il y a une identité de la forme qui se traduit, la forme microforme, etc., du corps humain, et qui fait qu'on est tous des hommes. Les hommes par exemple, on a trouvé la casquette, c'est pas la casquette, le crâne, le bonhomme contemporain de Lucie, et qui a le menton comme ça, les sourcils très forts, et c'était le mâle, parce que la tête de Lucie est perdue, on ne l'a pas trouvée malheureusement, on ne sait pas en quoi elle ressemblait. Mais on est comme ce type-là, par exemple. Il n'y a pas une grande différence, ça fait 3 millions d'années, c'est pas beaucoup. Ensuite, il y a l'autre, par exemple, persistance. On voit on a 2 yeux, 2 oreilles, cette symétrie binaire du corps. Mais elle existait il y a 200 millions d'années, il y a 400 millions d'années. C'est fantastique, ça. Pourquoi? On ne sait pas les causalités de cette chose-là. Mais il y a une permanence dans les choses
Alors c'est pour ça qu'un pauvre compositeur, lui aussi, il est permanent, ça par réalité, c'est parce qu'il a appris ces choses-là, c'est parce qu'il invente des choses connues. Dans ton cas, par exemple, ton penché vers l'architecture, vers l'organisation Ouais. particulière de l'espace, et il se combine aussi avec une façon de vivre le temps constamment, c'est-à-dire sans avoir une tendance vers la mémoire. De quoi tu parles maintenant? L'architecture ou de la mémoire? Dès les deux. Dans l'architecture, il y a une tendance caractéristique chez toi vers l'organisation des structures dans l'espace ou dans l'abstrait. Mhm. Il y a, comme dans Télétecteur, il y a une architecture de la distribution des musiciens qui définit ce qui va se passer après dans l'évolution du temps. Il y a eu chez toi un moment dans lequel tu as pu combiner ou passer de l'imaginaire architectonique vers l'imaginaire temporel de la musique. Ça, peut-être au début, tu avais cette formation musicale depuis que tu étais enfant, et puis tu as eu aussi cet intérêt par l'architecture. À un moment donné, tout ça ensemble. Yes, oui. Ensemble. Un jour, tu m'as raconté aussi un peu l'origine, que tu étais des sons après ton accident, et que tu as voulu les traduire. C'était très, très important pour toi de traduire ces sons que tu entendais dans l'oreille qui était gênée. Imaginez, oui. Voilà. Elle me gêne encore, d'ailleurs. Encore, Mais bien sûr. tous les 5 ans. Oui. Bon. Ça y est, c'est fini. Non, non, pas 5 ans. Alors, on parlait de ces sons que tu entendais. Ça peut-être beaucoup influencé, ou qu'à un moment donné, tu veux ils sont. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Comment ça se fait que tu as combiné ça, que tu as intégré les deux vocations? On te compare parfois avec Da Vinci, non? Ah, Da Vinci, oui. Beaucoup de choses, Oui. d'intérêt. Très bien. Voilà, Mais ça, c'est naturel chez l'homme. Parce qu'il c'est vrai qu'on a les yeux, on a les oreilles, et ça s'adresse, et le toucher, Oui, l'odorat. l'odorat, Le goût. Bon, mais alors, les choses les plus importantes, c'est les yeux et les oreilles. Parce que l'odorat, c'est seulement la cuisine, c'est seulement quand on fait l'amour, je sais pas quoi. Le toucher aussi, d'ailleurs. On ne se sert pas tellement du toucher. Alors, Dans l'amour. dans l'amour, non, mais quand tu fais pas l'amour tout le temps, n'est-ce pas? Tandis qu'avec tes yeux et tes oreilles, tu fais tout le temps l'amour. Tu fais pas l'amour, tu vis avec ces deux choses-là. C'est constant. Et tu te rends compte de l'espace, tu te rends compte du temps, et tu reconnais les ennemis à la voix. Ou les amis. Pourquoi je te dis tout ça d'ailleurs? Alors il y a quand même deux choses une interférence entre les deux, naturelle, parce qu'on est fait comme ça,